Concernant l'enregistrement. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent aujourd'hui pour la présentation de Camille Villaine, qui est donc doctorante en histoire moderne à l'Université de Strasbourg et qui va nous présenter son travail intitulé Un temps pour tout, les communautés villageoises et le calendrier de la reproduction équine imposé par les haras royaux au XVIIIe siècle. Camille, je te laisse nous présenter ton travail et ensuite on passera aux échanges. Ça marche, merci. Alors, déjà, bonjour à tous, merci d'être présents. J'aimerais commencer en vous disant que, comme dans le nom de l'association Cheval et SHS, on a les mots sciences humaines et sociales, j'ai décidé aujourd'hui de ne pas seulement vous parler de chevaux, mais aussi de vous parler un petit peu de société humaine. On va donc principalement s'intéresser aux conséquences des haras royaux en termes d'organisation de la reproduction sur les sociétés humaines, notamment rurales. Pour vous mentionner rapidement la genèse de cette présentation, qui me semble assez importante quand même à souligner, c'est en fait un sujet qui correspond à une partie, toute petite partie de mon travail de thèse, un travail de thèse qui porte donc lui-même sur la médecine vétérinaire équine au sens assez large, aussi dans ce cadre de l'administration des haras royaux en France, 17e, 18e siècle. Et c'est vraiment justement au détour de mes recherches doctorales que j'y ai justement découvert cette question de l'impact de la politique de reproduction équine sur l'organisation des sociétés qui, pour l'instant, n'a jamais été vraiment étudiée, du moins pour ces époques-là. Et c'est justement surprenant que, pour l'instant, ça n'ait pas encore été trop étudié, puisque les sources sur le sujet sont quand même très intéressantes. Elles montrent bien les conséquences, surtout négatives, que la politique des haras royaux pouvait avoir sur les populations. Mon travail repose donc majoritairement sur des sources d'archives, donc principalement des sources manuscrites, même si j'ai aussi de temps en temps quelques sources imprimées, qu'on retrouve dans différents dépôts qui sont répartis dans toute la France. Ça va être tout ce qui est archives départementales, nationales, ministérielles et j'en passe. C'est donc un vrai travail de prospection au plus près des traces de l'époque, qui me permet aussi d'avoir accès à plein de natures différentes de sources, notamment des documents administratifs, des documents comptables, des correspondances, des mémoires, des procès-verbaux de visite, etc., etc. Mais attention, par contre, dans toute cette documentation et pour l'ensemble de la communication, il faudra bien garder à l'esprit le fait que ce sont les administrateurs des haras qui écrivent et non pas les particuliers qui sont finalement ceux qui sont le plus concernés par cette administration, mais qu'on entend le moins dans les sources. C'est donc vraiment un biais qui est super important pour le reste de la compréhension de cette étude. Dans l'ensemble, et ce sera le cœur de mon discours, tous mes documents me permettent de voir l'organisation temporelle des populations rurales autour de ces questions, ou du moins j'ai quelques informations sur le sujet qui jouent un petit peu à cache-cache. Puisqu'en fait, rien n'est laissé au hasard dans cette administration. Enfin, il y a un temps pour tout, on va dire, un temps pour sélectionner les reproducteurs, un temps pour les saillies, un temps pour la mise bas, un temps pour la revente du reproducteur ou du poulain. Ces moments sont donc très précis, très rationalisés en quelque sorte, mais attention, ils sont aussi très restrictifs pour la population. Ainsi, dans cette période d'Ancien Régime, où les historiens mettent évidemment, et ils ont raison, en avant le temps villageois qui est rythmé par un calendrier agricole, mais aussi par un calendrier religieux, il paraît donc aussi important de s'intéresser à un nouveau découpage du temps qui peut être induit par la reproduction équine, qui est donc imposée par cette administration-là. Attention, par contre, par découpage du temps, j'entends pas seulement, enfin, ou calendrier, j'entends quand même quelque chose d'assez vaste, pas seulement une question juste de date ou de saisonnalité, mais aussi l'organisation de manière un petit peu plus générale, tout en présentant évidemment l'impact positif ou négatif que les haras peuvent avoir sur l'ensemble de la population. Alors, on va déjà commencer par définir ce que j'entends par administration des haras royaux. Il s'agit donc d'une institution qui est fondée en 1665 dans le Royaume de France sous l'impulsion de Colbert et de Louis XIV et qui perdure jusqu'en 1791. Ce sont ces bornes chronologiques qui vont nous intéresser, puisque je suis une historienne moderniste, mais il faut tout de même noter que les haras réapparaissent plus tard aussi sous d'autres formes, les formes impériales et nationales que vous connaissez très certainement. L'administration royale, donc c'est ce que je vous disais avant, elle est fondée au milieu du XVIIe siècle, alors qu'on est en pleine période d'expansion territoriale sous le règne de Louis XIV, puisqu'en fait, la cavalerie française connaît une grande pénurie de chevaux, puisque les chevaux locaux français, entre guillemets, sont trop petits pour entrer dans les rangs de l'armée. Ça, bon, vous en conviendrez, c'est pas très pratique quand on s'appelle Louis XIV et qu'on a envie d'aller conquérir toute l'Europe à dos de cheval.
Les bidets du Royaume de France sont en effet considérés comme des chevaux de petite taille qui sont pas forcément très pratiques pour correspondre à toutes les attentes de l'armée. Je vous ai laissé un petit témoignage, enfin une petite phrase à leur sujet ici. Et donc, pour remédier à ce problème, l'État est obligé d'importer de nombreux chevaux de l'étranger, des chevaux qui, eux, vont être réputés comme étant de meilleure qualité. Sauf que cette méthode, si elle est efficace sur le court terme, laisse, entre guillemets, des plaies béantes dans les finances du royaume à long terme, puisque les importations sont extrêmement coûteuses. Ce que l'administration des haras royaux essaye donc de changer, c'est le fait que certes, elle va continuer d'importer de l'étranger, mais cette fois-ci, elle le fait avec beaucoup plus de mesures, en achetant seulement quelques étalons et quelques poulinières, dans l'objectif, en fait, de faire taillir les juments des populations françaises par ces fameux étalons étrangers. À terme, en fait, l'idée, c'est que par le processus de sélection, de reproduction, de génétique, etc., on est censé avoir une augmentation de la taille des poulains, donc une augmentation de la taille des juments qui vont donner encore plus de taille aux futurs poulains, etc. Et donc, dans l'objectif d'avoir d'ici 2 ou 3 générations une nouvelle race de chevaux qui puisse cette fois-ci répondre aux besoins militaires et de chevaux de selle. Donc, il y a vraiment une idée d'amélioration sur le long terme et pas seulement sur le court terme en important des quantités assez importantes de chevaux. J'attire donc votre attention sur le fait que, contrairement à ce que l'on peut penser, les haras royaux ne se résument pas seulement à des bâtiments, enfin donc à quelque chose de physique, de concret, puisque en réalité, il s'agit d'une administration qui balaye tout le territoire de France et qui concerne toutes les provinces, et même les colonies de l'Atlantique, comme par exemple de la Nouvelle-France, la Guyane et la Martinique. Donc c'est quand même quelque chose qui est extrêmement étendu. Mais puisque l'administration concerne toute la population et que le Royaume de France est quand même quelque chose qui est assez étendu, il faut aussi trouver la bonne manière d'administrer. Ainsi, on va mettre en place 3 systèmes d'administration. La première, c'est effectivement le fait d'installer des haras au sens de bâtiments qui permettent de regrouper les étalons au même endroit. C'est coûteux, mais c'est pratique. Il y en a 5 pour la période de l'Ancien Régime, donc Le Pin, Pompadour, Rosières-aux-Salines, Strasbourg, Besançon, et puis auquel il faut encore rajouter l'entrepôt général des haras d'Asnières. Et donc, pendant la saison de la monte, on va avoir une deuxième méthode avec une grosse partie de ces étalons qui va se retrouver répartis dans des dépôts secondaires qui, cette fois-ci, vont être disséminés un petit peu partout dans chaque province afin de rapprocher les étalons des juments. Et enfin, troisième méthode, et c'est celle qui va nous intéresser le plus au cours de cet exposé, les étalons royaux peuvent être placés chez des particuliers qu'on nomme les gardes étalons. Moyennant avantage, ils s'occupent et font saillir l'étalon royal qui est sous leur garde, mais ils peuvent aussi faire approuver leur propre étalon. Ce sont donc les propriétaires de juments qui se déplacent chez eux pour ce qu'on appelle communément le sceau, c'est-à-dire la saillie, quoi. On a donc bien vraiment, avec tous ces moyens-là, toutes ces méthodes-là, on a donc bien une présence de l'administration qui se fait à différentes échelles et qui concerne vraiment tous les propriétaires de chevaux. En fait, en réalité, il n'y a pas que les propriétaires d'étalons et de futures poulinières qui sont concernés, mais du moment qu'on possède un cheval, on est concerné par cette administration. Par exemple, si un particulier possède un entier, il doit le tenir éloigné des juments, il doit même creuser un fossé entre les prés, il doit entraver les talons pour éviter qu'il n'aille saillir les juments, ou alors carrément le faire castrer. S'il possède une jument qu'il veut garder pour son usage personnel et qu'il ne veut pas faire saillir, il devra tout de même la présenter à la visite du commissaire-inspecteur. C'est pas lui qui va décider ou non si elle rentre dans le circuit de l'administration. S'il a un hongre ou des poulains même qui chahutent beaucoup, il devra les séparer des juments pour éviter qu'ils ne les fassent avorter en les tourmentant, pour reprendre les mots des sources. Donc ça signifie que même quand on ne participe pas à l'activité reproductrice de l'administration, on doit quand même se conformer à ces règlements et ça va être un des gros points de désaccord de la population. Et puis en plus, pour rajouter un petit peu d'eau dans le gaz, si l'on résume la politique des haras royaux, le point le plus important, c'est donc qu'à l'exception de quelques provinces, l'administration en fait fait produire à la population des chevaux qui ne sont absolument pas utiles pour l'administration et pour l'usage qu'ils ont normalement des équidés, puisque la production s'axe principalement sur la remonte de la cavalerie et sur la production de chevaux de selle. En plus de cela, l'administration va essayer de limiter la concurrence des mules, des mulets, de ce qu'on qualifie généralement de bidets, donc les chevaux locaux, enfin les chevaux des différentes provinces, ce qui ne plaît absolument pas à l'essentiel de la population qui a tendance à utiliser justement ce genre d'équidés.
Mais par tradition, de leur côté, les administrateurs aiment montrer que les haras sont avantageux pour le laboureur. C'est un petit peu le topos. Et s'il y a le moins de problèmes, les administrateurs n'hésitent pas non plus à dire que la faiblesse vient de la population. Comme vous pouvez le voir ici dans un mémoire anonyme du XVIIIe siècle, on dit que les fermiers, les paysans n'entendent rien de l'art de la cavalerie et que tous les inconvénients qui arrivent dans l'administration sont généralement liés au fait que les populations n'y connaissent rien. Bon, les administrateurs souvent n'y connaissaient rien non plus. Mais toujours est-il, en tout cas, que dans les faits, ce n'est absolument pas la même chose, à commencer par les propriétaires de juments qui sont confrontés à une charge particulièrement importante avec ce service des haras. En effet, toutes les juments, peu importe la catégorie sociale du propriétaire, doivent être recensées et inspectées par le commissaire inspecteur des haras afin d'évaluer leur capacité et la pertinence de les faire se reproduire. Au cours de cette sélection, le commissaire inspecteur va donc sélectionner les juments qui vont être des poulinières, en écartant celles qui ne sont absolument pas en état, celles qui sont aveugles, galeuses, trop petites ou trop vieilles. Toutes les constatations sont notées, ce qui nous permet d'avoir quand même un aperçu assez global pour chaque localité de l'ensemble du Royaume de France, dans le cas où évidemment la conservation des archives a bien été faite. Donc ça c'est plutôt pour l'historien cet avantage-là, mais pour les administrateurs de l'époque, ça permettait en fait de vérifier que les juments n'aient pas été intervertis, par exemple, ce qui pouvait assez souvent arriver. Donc, on avait vraiment quand même un contrôle assez strict au niveau de la sélection et toujours un petit document que le propriétaire de la jument devait présenter au moment de la saillie pour être sûr que ce soit la bonne jument qu'il présente. Cependant, on a aussi pas mal de problèmes avec des administrateurs qui ne vont pas transmettre ce qu'on appelle les rôles de jument, donc les états de recensement. Donc, c'est pas toujours bien fait, on va dire. Mais attention, point important, la visite ne se fait pas à domicile. On a une date, un horaire, un lieu qui vont être indiqués par une ordonnance qui va être placardée dans le village ou alors qui va être lue à la messe du dimanche. Et même si cela n'arrange pas les propriétaires ou que ça se situe trop loin, ils auront quand même pour obligation de s'y rendre, sous peine de sanction. Cela est d'autant plus complexe que l'on se situe dans des communautés rurales et avec les différentes visites aux différents moments de l'année, généralement, il y a forcément un moment où les communautés rurales vont justement être occupées au travail agricole. Et du coup, on a des cas de plaintes justement d'ouvriers agricoles qui se plaignent justement que à cause de ça, ils n'ont pas pu faire les travaux dont ils avaient besoin. Après donc cette première sélection où vraiment on écarte les juments les moins adaptés à la reproduction, vient une seconde sélection qui cette fois-ci va être encore plus contraignante puisqu'elle demande une nouvelle disponibilité du propriétaire, un nouveau déplacement de la jument. Donc les déplacements à noter quand même qui sont pas sans risque non plus, hein. Des fois on a quand même l'équivalent de plusieurs kilomètres qui peuvent être parcourus en forêt, en montagne, etc. Cette fois-ci, donc au cours de cette deuxième sélection, le commissaire inspecteur va répartir les juments dans des classes selon ses qualités, selon ses défauts. En fait, ça va lui permettre de lui faciliter un petit peu la tâche pour savoir ensuite quel étalon attribuer à quel jument, puisque rien n'est laissé au hasard et on va vraiment avoir une politique vraiment d'accouplement, on va dire, sensé, entre guillemets, dans le sens où on va essayer de compenser les faiblesses de la jument par les qualités de certains étalons. Euh, Ensuite, donc, une fois que la sélection est faite, vient le temps de la monte. Selon Chalette, dans sa médecine des chevaux à l'usage des laboureurs, le temps de la monte, c'est celui où les juments sont en chaleur, qui généralement arrive entre le mois de mars jusqu'au mois de juin. Effectivement, ça corrobore assez bien avec ce que moi je retrouve dans mes états de saillie, dans mes recensements de saillie. Ça signifie donc que à cette période, les propriétaires de juments doivent de nouveau se rendre disponibles, ils doivent de nouveau déplacer leurs juments. Généralement, les déplacements dans ces cas-là se font un peu plus loin, donc on a encore de nouvelles plaintes des propriétaires dans les sources. Tout en sachant que dans certains cas, les propriétaires de juments vont être obligés d'y retourner encore une seconde fois. Pourquoi est-ce qu'on retourne des fois à la saillie une seconde fois? Ben, c'est tout simplement si la première fois, la jument a été rétive, donc c'est-à-dire qu'elle a refusé la saillie. Ça peut être le cas aussi si c'est l'étalon qui refuse la saillie. Ça peut arriver des fois avec des étalons quand les étalons sont blessés ou fatigués parce qu'ils ont trop sailli. Ça peut être le cas aussi si on estime que la jument a coulé
peu de temps après la saillie, ou encore si on a l'impression qu'elle n'a pas pris, on va préférer lui faire faire ce qu'on appelle un deuxième saut. Mais ça, de nouveau, c'est pas l'individu, c'est pas le propriétaire de la jument qui va estimer si effectivement il faut faire un deuxième saut ou si le premier a suffi. C'est de nouveau l'administrateur, enfin le commissaire inspecteur qui va passer pour vérifier, pour donner son avis et pour inscrire ce qu'il décide de faire. Donc c'est vraiment pas l'individu qui choisit à quel moment il y va, avec quel étalon il va la faire saillir. Mais c'est un ordre qui doit être scrupuleusement respecté, qui lui est imposé par les administrateurs. À noter également qu'il y a plein d'autres règles qui sont édictées dans les règlements. Je vais évidemment pas toutes les recenser, sinon ça va durer une heure. Mais on a le fait, par exemple, et ça c'est une des plus importantes pour l'organisation de la vie rurale, c'est le fait que pendant toute cette période, donc vraiment période au sens large, allant de la sélection à la saillie jusqu'à la mise bas et au sevrage du poulain, les juments n'ont pas le droit de travailler. Elles ne peuvent donc pas participer aux travaux agricoles, alors que généralement elles ont été achetées et élevées justement dans cette perspective-là. C'est donc quelque chose qui est assez contraignant pour le propriétaire qui va continuer de payer des soins, puisque la jument doit être entretenue sous peine de punition, sans pouvoir réellement jouir des avantages que la jument puisse lui procurer. Et puis en plus, hors de question de sortir la jument du processus de reproduction. Enfin, ça doit être fait vraiment sur argumentation solide pour des questions de santé ou avec le décès du propriétaire de la jument, etc. Mais pareil, c'est quelque chose où enfin, c'est de nouveau assez difficile d'en sortir, on va dire. En plus de cela, la mise bas, si on avance un petit peu dans la chronologie de la reproduction, la mise bas est de nouveau un moment où le propriétaire doit absolument être sur place, c'est demandé dans les règlements, et qui comprend également des risques de perte. Avant cela, donc on a encore d'autres risques. Dans les cas d'avortement, par exemple, le propriétaire va être largement mis en cause parce qu'on va estimer qu'il a mal soigné la jument ou qu'il l'a laissé trop près des entiers et des poulains qui la tourmentent. Dans ce cas, si par malheur la jument était pleine d'un étalon royal et pas d'un étalon approuvé, c'est encore pire, là les sanctions vont pleuvoir. Euh, donc c'est quand même voilà, c'est quand même un statut qui est assez compliqué des fois à gérer. Pareil, donc au moment de la mise bas, toute la responsabilité va incomber au propriétaire et gare à lui s'il n'était pas présent à ce moment-là. J'avais eu un cas justement d'un propriétaire qui était parti du village au moment, enfin dans la période de terme de la jument, et ça lui a été reproché puisque le poulain et la mère sont décédés. J'ai un doute si le poulain était décédé aussi, mais il me semble. Il y a eu énormément de sanctions et il y a tout un système de dénonciation. Le propriétaire avait été dénoncé par les voisins, etc. Ça fait donc une espèce d'assignation à résidence, si on peut dire ça comme ça, pour le particulier. On a aussi des cas de poulains qui vont mourir, enfin qui vont être mort-nés mais conduits à terme. On a aussi les cas de poulains morts, enfin qui meurent quelques heures après la naissance. On a des cas, bon, je vous ai mis deux cas atypiques que j'aime bien. Le cas du poulain cyclope, avec un poulain qui naît avec un œil au milieu du front et qui reste debout pendant 3 jours. Et justement, là, on va dire que bon, le propriétaire de la jument a bien fait les choses parce qu'il est resté avec et qu'il l'a nourri pendant 3 jours. Et on a aussi des scènes, dans le cas où ce sont les poulinières qui meurent, on a des scènes qui sont aussi assez sympathiques avec des gardes étalons, justement. Où on va souligner le fait qu'ils n'ont pas abandonné le poulain et qu'ils vont continuer à nourrir le poulain, etc. Donc, on a vraiment euh, tout un toute une obligation pour le propriétaire de la jument d'être présent à ce moment-là. Et ça, c'est encore plus important, plus important à noter, si on prend en considération le fait que le premier poulain de la jument ne revient pas au particulier, puisqu'il va être pris, même pas racheté, hein, mais il va être pris par l'administration. Ce n'est que par la suite, avec les autres poulains, donc c'est un processus qu'il va falloir répéter plusieurs fois, où il va pouvoir tirer un bénéfice de la vente, notamment en vendant le poulain à destination de l'armée, sachant qu'il ne peut pas le vendre avant son sevrage, qui se fait généralement entre 6 et 9 mois. En fait, au final, on peut vraiment se poser la question aussi d'un vrai bénéfice de vente ou pas, puisque quand on voit les contraintes, les risques et le temps que ça peut lui prendre, on peut quand même se poser cette question-là. Et visiblement, je ne suis pas la seule, puisque à l'époque déjà, les propriétaires des juments ne sont pas très convaincus par ce système-là. Ils ne sont pas non plus convaincus par les poulains qui sont produits par leurs juments, parce qu'ils estiment qu'ils n'ont
aucun intérêt pour eux. On a des personnes qui sont ensuite penchées pardon, sur ces questions-là, qui vont dire effectivement que les propriétaires de juments préféraient les chevaux entiers tout venant. Donc c'est vraiment une expression pour dire que ce sont des chevaux qui ne sont pas dans le circuit, des chevaux reproducteurs qui ne sont pas dans le circuit reproductif de l'administration des haras royaux. Euh, ils estiment effectivement que c'était des chevaux qui étaient bien meilleurs pour leur utilité. Mais malheureusement pour eux, ces entiers tout venants ne sont pas du tout dans les petits papiers de l'administration. Là, du côté de l'étalon, on va avoir aussi toute une réglementation, toute une organisation autour de la sélection de ces chevaux. Cette sélection des étalons, elle se fait par les gardes étalons, donc le troisième système dont je vous parlais juste avant, un système qui va surtout se généraliser à partir du grand règlement de 1717, qui va justement insister sur la nécessité de fonctionner avec ce système-là. Donc, c'est un système qui permet d'éviter le système numéro un, entre guillemets, c'est-à-dire la trop grande réunion des étalons dans les haras et dans les dépôts secondaires, qui coûte extrêmement cher à la province, puisque tout n'est pas pris en compte enfin, tout n'est pas pris au niveau des finances par l'État. Mais ça permet également de ne pas avoir à employer des palefreniers, et ça permet aussi d'éviter le déplacement des étalons à chaque saison de monte. Donc, on a vraiment ce système des gardes étalons qui est représenté par des riches paysans. Généralement, ça va être les laboureurs. C'est rarement autre chose. Enfin, j'en ai quelques-uns, mais majoritairement, ça reste quand même des laboureurs qui vont donc accueillir un étalon royal ou alors faire approuver leur propre étalon. Ce sont donc eux qui deviennent vraiment les artisans de la saillie puisqu'ils organisent la saillie à domicile en favorisant ainsi la proximité avec la jument, bien que, comme je viens de vous le montrer, ça nécessite quand même pas mal de déplacements, on a quand même une certaine distance. Comme pour les juments, les étalons sont sélectionnés pour produire les meilleurs produits, du moins c'est ce qu'on pensait faire. Et une fois l'agrément de l'étalon obtenu, ils sont visités 2 fois par an, donc avant la monte et après la monte, pour vérifier que on a toujours les mêmes chevaux, qu'il n'y a pas eu de changement, qu'il n'y a pas des gardes qui sont décédés. On a des cas, par exemple, de veuves qui vont récupérer justement qui vont récupérer les étalons. Donc ça, voilà, on a vraiment un vrai suivi à ce niveau-là. Et en plus de ces visites de courtoisie, entre guillemets, du commissaire-inspecteur, comme pour les propriétaires de juments, on a aussi vraiment toute une obligation, du coup, pour les propriétaires des talons, d'être présents au moment de la monte, puisque tout repose sur eux et sur leur présence pour pouvoir bien faire saillir les juments comme ça leur a été demandé. On a quand même une différence avec les propriétaires de juments, c'est le fait que leur travail n'est pas juste considéré comme un service rendu, puisque pour les propriétaires de juments, c'est considéré juste comme un service rendu à l'État. Puisque pour les gardes des talons, on a un travail qui n'est pas vraiment rémunéré, mais du moins qui est compensé. En fait, le garde des talons a plein d'avantages. Il a déjà le monopole de la monte dans son secteur. Il se fait payer par l'administration 3 livres et un boisson d'avoine par seau, donc par saillie. Il est exclu d'une partie de l'impôt et d'une partie des obligations de guerre. C'est la même chose aussi pour son fils, son valet, enfin la personne masculine qui va s'occuper de son cheval, enfin de l'étalon en question. Ces exemptions, du coup, elles n'ont pas seulement un impact sur l'individu, sur le garde étalon en lui-même, mais elles ont aussi du coup des retombées sur l'organisation et sur l'équilibre de la communauté, notamment l'équilibre fiscal. Puisque on a des fois des procès-verbaux d'assemblées provinciales qui disent justement, enfin qui critiquent justement le fait que comme un tel est devenu a eu sa commission de garde étalon, maintenant, il est obligé, enfin, les autres personnes sont obligées de payer beaucoup plus cher au niveau de l'impôt. Bon, on a des droits, mais on a aussi des devoirs. Comme pour les juments, les étalons n'ont pas le droit de servir aux travaux afin de ne pas être blessés ou épuisés. Il y a en plus de ça, par rapport aux juments, des contraintes en termes d'éloignement du domicile du garde ara, même, enfin du garde étalon, pardon, même en dehors de la période de reproduction. Pour faire respecter ça, l'administration royale va pas trop jouer sur l'encouragement, mais comme je vous le disais avant, elle va surtout fonctionner par la surveillance, la répression, la punition, la dénonciation, etc. Ça va donc avoir pour objectif, enfin pour conséquence aussi de faire une espèce de remodelage des relations paysannes
on va avoir des fois des cas d'alliance d'habitants contre le laboureur pour des choses qui n'ont absolument rien à voir à la base avec la question des chevaux. On a vraiment le laboureur, enfin le garde des talons de manière générale, qui va devenir en quelque sorte le bouc émissaire de la communauté rurale puisqu'il attire en fait les convoitises en raison de ses privilèges. Malgré tout, dans certains cas, le garde des talons n'est pas toujours un saint non plus, puisque les abus de sa part sont assez nombreux dans les sources. On a, on a par exemple le fait que l'étalon qui a été approuvé avant la monte par le commissaire inspecteur n'est pas celui forcément qui va être présenté au jument au moment de la saillie. On a des étalons qui sont mal entretenus, qui meurent même de mauvais traitements. On a aussi des gardes des talons qui vont faire fi des interdictions de travail et qui vont quand même utiliser leurs chevaux pour le travail dans les champs. On a aussi des saillies qui ne vont pas être faites dans les règles de l'art puisque les étalons vont parfois saillir beaucoup trop de juments. Ils demandent aussi, des fois ils font un peu pression sur les propriétaires de juments en leur disant que s'ils ne les payent pas sous le manteau, en plus, ils ne vont pas inscrire leurs juments sur les rôles de saillie, comme ça ils auront une punition. Donc il y a vraiment tout un système, toute une recomposition des relations aussi à ce niveau-là. Et d'ailleurs, ces rôles de saillie dans lesquels ils doivent inscrire la jument qui a été saillie, justement, est censé préciser le nom du propriétaire de la jument et son apparence, est censé préciser aussi la date, le lieu et l'étalon qui a été choisi, mais généralement, ce sont des documents qui ont été falsifiés ou qui sont incomplets, puisque les gardes ne s'en occupent pas toujours sérieusement. Et c'est justement toute cette question autour des gardes des talons qui va être l'une de celles qui va motiver le plus les mécontentements de l'ensemble de la population au moment de la Révolution française. On le voit dans quelques cahiers de doléances, donc ceux vraiment dans les années 1789, qui vont porter la trace aussi un petit peu de ces plaintes-là. Mais on a également la même chose dans les procès-verbaux des administrations provinciales, ce type de document que je vous ai évoqué juste avant, où on a vraiment énormément de critiques généralement qui vont être prononcées contre les haras et contre le modèle aussi des gardes du talon. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez fréquent. On estime en fait tout simplement que l'administration des haras royaux, c'est une machine étatique assez froide. Elle calque son propre modèle qui est dénué de toute compassion, de toute adaptabilité qui cause énormément de tort aux populations rurales. Et ce que j'ai pu retrouver dans certains procès-verbaux, justement, c'est l'idée, en fait, que l'administration a totalement déréglé l'organisation tacite qui pouvait exister entre les membres des communautés rurales et qu'elle modifie aussi d'une certaine façon les temps de la vie de la campagne. Finalement, donc, je terminerai là-dessus. L'administration des haras royaux est supprimée en 1791, c'est ce que je vous disais en introduction, puisque, entre guillemets, symbole du colbertisme et de la mainmise de la royauté sur le territoire, elle représente au final tout ce que tout ce que les révolutionnaires voulaient abattre. Elle a tout de même été assez présente pour impacter fortement les populations rurales et aussi pour s'immiscer dans un commerce qui, avant elle, ben, finalement, marchait plutôt bien. En effet, l'État a décidé de produire un type de cheval qu'il souhaitait, dont il avait besoin, sans vraiment tenir compte des besoins de la population. Et on a aussi une temporalité des propriétaires de juments et de gardes d'étalons qui a été changée avec des obligations, des déplacements, des sanctions dans le cas où les prescriptions n'étaient pas respectées, tout comme cela a aussi obligé les propriétaires d'Antier et de Hongre à revoir leur organisation quotidienne. D'un point de vue purement historique, il est donc très intéressant de voir qu'une institution peut avoir un effet depuis les plus hautes sphères de l'État jusque dans les coins les plus reculés de la France et qu'il y a vraiment une tentative de coordination à tous les niveaux, à toutes les échelles. Mais aussi du point de vue des relations anthropoéquines, c'est assez intéressant de voir qu'on a toute une entreprise de domestication à la fois du cheval et de l'humain par la biais de la génétique et de la sélection du cheval. Je vous remercie. Et du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Quelqu'un a des questions ou sinon moi je veux bien me lancer. Comme vous voulez. Je vais commencer par une première question. Déjà, merci beaucoup pour ta présentation, c'était passionnant.
Personnellement, ça m'éclaire beaucoup vu que je suis pas du tout sur cette période, mais que bah, les haras sont quand même Mm. très importants encore aujourd'hui et même dans l'histoire des chevaux de trait. Donc ça m'intéresse beaucoup. Et j'avais entendu parler donc de révolte de propriétaires de chevaux de trait, enfin en tout cas d'équidés de travail, on va dire. Donc au 18e, il me semble que c'était dans un ouvrage de Jacques Mullier. Oui. Voilà, j'aurais aimé en savoir un peu plus si tu avais des traces là-dessus et ouais, voilà, un peu plus d'informations. Alors, pour ces révoltes-là, j'ai lu, parce que, enfin, du coup, j'ai lu Jacques Mullier aussi, mais ça fait partie des rares documents que j'ai pas encore consultés pour ma thèse, donc je peux pas te répondre avec les documents originaux. Après, pour ce qui est des mécontentements et de révoltes de manière générale, j'ai eu des cas, notamment dans le sud de la France, puisqu'on veut essayer de limiter, peut-être pas d'interdire, mais au moins de limiter l'usage du mulet, mule, mulet et tout ça. Et bah ça va être super mal pris par la population. Donc on a pas mal je sais pas si on peut parler vraiment de révolte à proprement parler. Ils vont pas non plus aller prendre les armes pour ça, mais on a non, quand même des grosses contestations. Ces contestations-là, elles vont aussi dépendre de l'intendant. Donc vraiment l'intendant de la province en tant qu'administrateur de la province, qui n'est pas quelqu'un qui travaille uniquement pour les haras, hein, qui a vraiment tout un tas d'attributions, qui s'occupe de la gestion de la province, mais qui va avoir un rôle important dans la province au niveau des haras, puisque en fait c'est un peu lui, des fois dans certains cas, qui selon la condition de sa province, va demander à l'administration plutôt des chevaux orientés près, des chevaux plutôt orientés sel, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des provinces, des fois, ou même des périodes, hein, à 10 ans d'intervalle, ça peut être totalement différent. Dans le sud de la France, j'avais eu par exemple un cas avec un administrateur qui, lui, avait vraiment forcé l'administration à continuer de garder les mules, les mulets et tout ça. Alors tout le monde était super content. À l'inverse, alors je sais plus si c'était son prédécesseur ou son successeur, qui lui ne voulait rien savoir sur la question et a totalement laissé tomber. Donc bon bah là, la population était un peu moins contente. Donc ça va dépendre aussi beaucoup des provinces. On a une vraie, enfin on a vraiment une enfin, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui concerne tout le royaume, mais c'est pas quelque chose qui est très uniforme non plus. Chaque province garde quand même un petit peu ses spécificités, mais du coup, oui, on a eu des cas de révolte. Il y a eu des cas aussi de révolte, c'était par rapport à la gabelle, enfin, au truc d'exemption et de remise de la gabelle, enfin, ce genre de choses au niveau financier, au niveau des impôts, où là, par contre, on a eu des vrais soulèvements populaires, où l'un des arguments, c'était justement le fait que enfin, que du coup, entre guillemets, les gardes étalons de ces régions-là, si la région à l'origine était déjà exemptée de ces impôts-là, avait un avantage de moins par rapport aux autres aux gardes étalons des autres provinces. Donc il y a aussi pas mal de choses à ce niveau-là. Mais oui, oui, il y a des cas où, enfin, ça allait loin. Et puis même dans certains cahiers de doléances, c'était véhément, quoi. Et est-ce que du coup, tu saurais me dire en quoi elles consistaient, ces contestations ou ces révoltes? Alors, bah pareil, j'ai pas consulté toutes les sources, donc Ok. j'ai pas tout. Moi, ce que j'ai principalement pour l'instant, là, moi, pour l'instant, j'ai vraiment travaillé uniquement sur les sources des haras. J'ai pas encore eu le temps de faire, on va dire, un petit peu plus la dimension sociale et politique du reste de la province. Donc ça, justement, ce sont des choses aussi que je vais voir par d'autres documents, que ce soit les cahiers de doléances, les procès-verbaux d'administration provinciale, ce genre de choses, les cahiers de délibération des villes, ça va me permettre ensuite justement de voir à une échelle un petit peu plus globale. Par contre, au niveau des haras, ça va être vraiment des plaintes qui vont être envoyées à l'administration. Et on a des cas où c'est quand même, enfin, voilà, ils y vont pas de main morte non plus quand ils écrivent. Mais voilà, il faut que généralement, c'est uniquement s'il y a le soutien du commissaire inspecteur. Enfin, moi, j'ai jamais eu de cas pour l'instant vraiment du paysan qui envoie sa demande. Enfin, j'ai pas eu. Après, on est quand même tributaire aussi des sources, de la conservation des sources. Je sais qu'il y a des provinces où il y a eu beaucoup de soucis et malheureusement, les archives ont été détruites. Donc, j'ai une petite partie qui va être conservée à Paris.
qui me permet d'avoir un petit peu le retour de l'administration, mais je vais pas avoir l'origine, entre guillemets, de la plainte. Donc ça, bon, ça c'est le souci de l'historien des fois. D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie. Bon, ben, il faut y aller, hein. Euh, Donc, vas-y, Bernadette, vas-y. tu allais y aller, vas-y, vas-y, je t'en prie. Non, je voulais Allez. juste te dire, c'est une période qui m'intéresse énormément, le sujet est passionnant. Je l'ai étudié un petit peu pour le Berry, mais je vous en reparlerai parce que là, je suis Ah en oui, train de finaliser, ça fait partie de mes bonnes résolutions 2026, d'une de mes 1200 bonnes résolutions pour 2026, que de remettre un peu tout ça en forme. Euh, et en l'occurrence, dans le Berry, on voit bien qu'il y a à la Mm, fois la conjonction, la convergence de mauvais gardes étalons, voilà, qui c'est ça. effectivement n'entretiennent pas leurs Mm, étalons. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi, et ça, on l'a d'une manière attestée par plusieurs sources. On a un désintérêt total de l'intendance. On mm, a aussi un désintérêt à la fois de la société d'agriculture, de l'Assemblée provinciale et d'un certain nombre de laboureurs qui tous sont des physiocrates convaincus, oui, mais qui de toute façon, en fait, s'en remettent au commerce du cheval pour avoir des bons chevaux et c'est absolument ça. pas sur les ressources locales pour améliorer un élevage qui effectivement est très composite, parce que selon les différents endroits du Berry, en partant de la Brenne et en allant jusqu'au Mm, Sancerrois, en passant par la Champagne berrichonne et le Pays Fort, et puis le Bois Chaud, on a des populations qui sont extrêmement diverses mm, et qui, au niveau des étalons notamment, ont des origines à la fois comtoises, poitevines pour une mm, majorité, percheronnes, enfin, etc., etc. Et donc, en fait, concernant l'élevage, ben, on voit que localement, ça prend pas, quoi, très honnêtement. c'est ça. Et en fait, on fait. Alors, il n'y a pas vraiment de contestation, mais j'allais dire, on fait pourrir la situation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de goût particulier. Voilà. Et c'est vraiment intéressant. Alors, Jacques Mullier l'a beaucoup. Voilà, là-dessus, il y a évidemment ces travaux qui restent d'autorité. Mais, euh, mais tout ça est confirmé à la fois par les Mm, sources parisiennes, les sources berrichonnes qui sont alors faméliques, hein. Franchement, il y a très peu de choses au niveau des archives départementales du Cher, en tout cas. mm, Les archives départementales de l'Indre, c'est à peu près pareil, alors sauf que c'est un tout petit peu différent. Enfin, globalement, on n'y apprend pas grand-chose, sinon ça confirme ce désintérêt total. c'est Et ça. je confirme bien ce que Jacques Mullier dit, c'est-à-dire que si on n'a pas un intendant derrière qui soit appuie la démarche locale, soit encourage la démarche Mm, royale, on va dire ça comme ça par facilité de langage, en fait, bon voilà, on reste sur un élevage indigène. Voilà. c'est ça. C'est exactement ça. Mais c'est vrai que, bon, là, ouais, je collecte encore mes sources, hein. Je suis seulement en deuxième année de thèse et je traverse toute la France pour faire mes archives. Là, j'étais encore à Aurillac et Tulle. Là, je suis rentrée hier et dans 3 jours, je repars à Cahors. Donc, c'est, voilà, je bouge pas mal. Donc, là, j'ai plus de 200 000 photos à exploiter d'archives et j'ai de loin pas terminé, notamment la question parisienne, on va dire. Mais c'est vrai, effectivement, pour l'instant, j'ai pas encore pu avoir assez de un regard assez précis sur chaque province. Disons que j'ai une vision assez générale, mais bon, bah, je n'ai pas encore pu tout transcrire, tout traiter au vu du temps que ça prend. Et des écritures qui sont pas forcément toujours très lisibles, qui prennent des fois quand même beaucoup de temps. Mais c'est vrai que oui, oui, il y a des provinces dans lesquelles on a une très grande disparité. Ça va être le cas. Enfin, moi, j'ai beaucoup travaillé sur la Lorraine parce que j'ai fait mon mémoire de master recherche justement sur la question de la Lorraine et des trois évêchés. Et c'est vrai que rien que dans la Lorraine, entre la région de Rosières-aux-Salines, donc on avait le Haras royal, et la région de Metz, on avait
un changement total de perception du cheval et de l'élevage du cheval. Et effectivement, ce que vous dites sur les intendants, c'est tout à fait vrai. J'ai des cas d'intendants qui s'investissent énormément. C'était le cas, par exemple, de la Galazière en Lorraine, qui s'est énormément, enfin, dans le duché de Lorraine, qui s'est énormément investi, enfin, ancien duché de Lorraine plutôt, qui s'est énormément justement investi dans ces questions-là. Dès qu'il a arrêté, bon, ben, ça, on s'y est plus trop consacré. Donc, c'est vrai qu'il y a il y a une vraie importance de l'intendant là-dedans. Euh, et ça définit énormément de choses sur justement le cheval qu'on va produire et est-ce qu'on va réussir un petit peu à aller dans le sens de la population ou est-ce qu'on va vraiment rester dans les ordres de l'administration royale, entre guillemets. Donc, merci pour Et, l'exemple du Berry, que j'avais pas encore eu le temps de et trop effectivement, détailler. alors, autre exemple, le Poitou, avec bah, évidemment la production mulassière, où là, Oui, oui, il est hors de question voilà, de se passer de la production de mulets qui c'est ça. alimente un commerce considérable, mais même si le mot ne veut pas dire grand-chose, en l'occurrence, c'est fondamental. Ouais. Ouais, ouais. Cette Mais question ça, mulassière, elle est fondamentale. justement, c'est assez marrant parce que dans les autres provinces, généralement, je vais avoir donc les états de saillie, donc procès-verbaux de visite des haras ou vraiment recensement des reproducteurs, que ce soit royaux ou approuvés. Et c'est vrai que pour les autres provinces, généralement, j'ai juste visite des étalons ou procès-verbaux de visite des haras. Et pour tout ce qui va être région Poitvine et sud de la France, je vais avoir aussi un deuxième fascicule, entre guillemets, pour chaque année, pour la première visite et la deuxième visite, où ça va être visite des bidets, ou alors visite des mules et des mulets. Et donc, c'est assez, ouais, enfin, on voit quand même que d'une certaine manière, on a quelque chose qui est quand même mis en place, mais on a des moments où on essaye un petit peu de s'en débarrasser, quoi. Mais Merci merci en beaucoup. tout cas pour ces deux exemples. Euh, donc, je peux y aller, Angèle? Alors, oui, c'est très, très intéressant. Et notamment, euh, par rapport à tout ce qui a été dit, ce que vous saisissez des effets dans les rapports sociaux localement et dans le monde quand même assez structuré des paysans, les laboureurs et les autres. Et je trouve que c'est un aspect de votre travail tout à fait intéressant. Pas facile, ça vous fait voyager, mais c'est bien, ça forme des chercheurs. Et alors, pour revenir à Jacques Mullier, donc je trouve que c'est important parce que c'est vraiment un pionnier, quoi, hein. Mm, Et absolument. dans son livre, moi j'ai été très frappée par son évocation de ce qu'il appelle l'élevage de cueillette, Mm, c'est-à-dire des systèmes qui subsiste un peu aujourd'hui dans les zones de montagne, par exemple. Moi, je pense que le- le- la manière dont on continue largement de produire, entre guillemets, le potioc, c'est vraiment une persistance de ces manières de faire avec le cheval. mm, Et quand j'ai enquêté dans la montagne basque, où l'élevage commençait à se cliver suivant la politique des haras de reconnaissance des poneys, et où les Basques, par haute tradition, continuaient d'avoir des étalons, des juments partout dans la mm, montagne. Et les éleveurs qui sélectionnaient pour les nouveaux usages de loisirs et de sport avaient fait ressortir un interdit historique de divagation des étalons. ah, d'accord, ok. Et donc là, je peux vous dire que ça Mm, chauffait dans la montagne basque autour de ça, parce que qui dit élevage de cueillette dit forcément mm, une libre circulation des mâles et des femelles. c'est Alors, ça. après, il faut regarder de près la notion de liberté, mais enfin quand même, les étalons sont dehors et ils saillissent les juments disponibles. Et d'autre part, ce type d'élevage calibre la Mm, morphologie et la taille, le gabarit.
Alors, dans quelle mesure vous rencontrez ça dans l'évocation de la diversité de la cavalerie, cavalerie au sens pas militaire, hein, des populations de chevaux en France? L'idée d'élevage de cueillette, est-ce que vous l'avez rencontrée dans votre travail? Alors, je l'ai rencontré, je l'ai retrouvé mentionné, on va dire. Mais au niveau des documents, vu que je reste dans les codes, enfin dans les cartons d'archives qui sont consacrés à l'administration des haras, je la trouve à chaque fois mentionnée, mais je trouve pas de documents qui expliquent l'organisation, entre guillemets, enfin l'organisation, si on peut appeler ça comme ça, mais de l'élevage de cueillette. Par contre, je retrouve justement des sanctions. Disant que un tel a laissé divaguer tel cheval, mais que bon, tout le village fait pareil, donc il faut punir tout le village. Mais je trouve pas de l'inverse, on va dire. Enfin, j'ai pas le répondant entre guillemets. Mais ça, je pense potentiellement que ça peut se retrouver dans des tout ce qui va être la série B, donc c'est tout ce qui est judiciaire, parce que je sais qu'il y avait souvent des contentieux entre propriétaires qui pratiquaient quand même ce type d'élevage-là, mais où on pouvait avoir quand même quelques soucis. Et je pense aussi que ça, ce sont potentiellement des documents qu'on peut retrouver dans des archives municipales si ça a été conservé, qui peut un petit peu plus explorer justement cette question d'organisation de la population vis-à-vis de l'élevage des chevaux. Euh, Hmm. Moi là c'est enfin je peux pas forcément me consacrer dessus parce que ça enfin question de temps tout simplement. Mais en tout cas je la retrouve mentionnée, ça existe, mais j'en ai pas forcément les détails. Il y a des provinces dans lesquelles on le retrouve un petit peu plus. J'ai travaillé là récemment sur les archives corses parce que l'administration des haras était aussi présente en Corse, où effectivement on avait ce système-là d'élevage de cueillette et de toute façon les Corses ne voulaient pas qu'on croise leurs chevaux avec les étalons, parce qu'en plus c'était des étalons arabes qu'on voulait envoyer pour les rendre un petit peu plus fins. En Corse, moi c'est ce que j'ai retrouvé dans les documents, puisqu'on estimait que les chevaux arabes de manière générale ne pouvaient être envoyés qu'en Camargue et en Corse selon certains administrateurs. Donc, c'est vrai que les Corses n'étaient pas forcément très ravis à l'idée d'affiner leurs chevaux par des étalons corses. Donc, ils continuent de pratiquer justement cet élevage dit de cueillette, entre guillemets. Bah, pour la Camargue, justement, j'avais rencontré un petit peu ça. Je n'ai pas encore eu le temps de consulter tous mes documents, donc j'ai pas de réponse plus précise à donner, mais je sais que ça fait partie des régions dans lesquelles on les retrouve plus, pardon. Par contre, si je reprends le cas de la Lorraine et des trois évêchés sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, c'était extrêmement peu présent. Les seules informations, enfin les seules mentions que je pouvais avoir sur le sujet, à chaque fois, c'était juste des interdictions en disant que voilà, tel village a laissé en vaine pâture ou mince, c'est un autre libre parcours et il y a une troisième définition pour montrer la libre circulation, mais qui m'échappe. Euh, mais c'était pas des choses non plus, j'ai l'impression, trop récurrentes, quoi. C'était deux, trois communautés par an qui essayaient un petit peu et puis on les reprenait assez vite. Mais c'est vrai qu'à l'origine, l'élevage, enfin, quand on parlait de haras, même à l'époque médiévale, c'était justement cet élevage-là où on les laissait et on attendait, et une fois là, on allait récupérer les poulains. Voilà, donc c'est quelque chose qui est courant, mais justement qui est plutôt vu par le prisme de la dénonciation et de la condamnation par les haras. Très intéressant. Je reprends juste la parole une seconde par Pas de rapport souci. aux sources d'archives. Là, je prends ma casquette professionnelle en l'occurrence. Effectivement, quand on s'intéresse au haras sous l'Ancien Régime, à l'élevage du cheval d'une manière générale, on est plutôt parti sur de la série C au niveau des archives Mm, départementales. c'est ça. Je crois énormément au potentiel de la série B qui concerne les Oui, juridictions de l'Ancien oui, Régime, quelles qu'elles soient. Le problème, c'est qu'autant en série C, la plupart des instruments de recherche sont thématiques, c'est ça. autant le classement de la série B Mm, est par juridiction. Et en fait, à l'intérieur, on n'a pas forcément, en général d'ailleurs, on n'a pas du tout d'indexation
des thématiques liées aux différentes procédures et à leur règlement. Mm. Donc, je crois énormément, effectivement, aux vertus de cette série B des juridictions d'Ancien Régime en complément de la série C qui est finalement en général très institutionnelle. Mais et qui, du coup, la série B permettrait un regard beaucoup plus ancré dans la Mm. réalité et dans les Absolument. relations sociales et dans une forme d'histoire technique aussi de l'élevage, mais elle est très très difficile d'accès, elle est très difficile pour les chercheurs et je suis le premier à le regretter et voilà. Mais par exemple, encore une fois, pour l'histoire muletière et mulassière, la série B se trouve être quelque chose d'extrêmement intéressant parce que justement, elle est l'élevage mulassier et toute Mm. la culture muletière est très transgressive et donne lieu à énormément de procès. Mais c'est compliqué d'accès, C'est malheureusement. ça. Voilà, je C'est ça. pose ma casquette d'archiviste. Non, mais merci pour les précisions, ça me rassure parce que c'était vraiment la sensation que j'avais, effectivement. Donc, moi, je travaille principalement avec la série C, administration provinciale aux archives départementales. Pareil, hein, on a enfin, des manières de la présenter, enfin, au niveau des instruments de recherche qui va être plus ou moins bien fait selon aussi les archives départementales parce que des fois, on a aucune recherche thématique, enfin, c'est un peu compliqué. Mais je travaille aussi pas mal avec la série L. Enfin beaucoup moins que la série C, mais aussi pas mal la série L. Donc série L, c'est tout ce qui est administration pendant la Révolution française. J'ai aussi un petit peu de temps en temps de série Q, donc tout ce qui est hypothèque et vente, parce qu'en fait j'ai les ventes des étalons royaux comme biens nationaux au moment de la Révolution française. J'ai très peu de série B. Alors j'en ai par exemple pour la Lorraine parce que j'ai de la chance, mon directeur de mémoire à l'époque et puis maintenant directeur de thèse est spécialiste de l'histoire judiciaire. Donc en fait, quand on lui travaillait sur les lettres de rémission, parce qu'en Lorraine on a énormément de lettres de rémission, ben des fois en fait il avait des lettres de rémission pour des marchands de chevaux qui avaient vendu. Il y avait un cas d'un cheval qui avait été vendu dans un marché qui était devenu complètement fou et qui avait tué 3 personnes en partant du marché. Donc la question, c'était à qui revient la responsabilité des décès. Et donc, il y avait eu tout un processus de lettres de rémission. Donc, en fait, ça m'a permis d'avoir justement ce regard de la série B. Mais effectivement, la majorité du temps, les séries B, c'est écrit sac à procès et c'est tout. Et on n'a pas d'indexation à proprement parler. Donc, moi, c'est vrai que si j'avais encore 50 ans sur le même sujet, évidemment que je travaillerais aussi sur la série B. Mais bon, malheureusement, je peux pas me le permettre. Je cherche toujours, par contre, je regarde si quand les inventaires sont bien faits, je cherche, mais ou des fois c'est vraiment trop général, c'est juste cheval, mais je ne sais pas, enfin, est-ce que ça va être des choses qui vont m'intéresser? C'est vrai que moi je suis quand même sur un versant histoire de la médecine vétérinaire aussi, hein. Enfin, là je vous présente des approches plutôt sociales et administratives, mais c'est pas à proprement parler totalement le cœur de ma thèse. Donc malheureusement je suis obligée de sélectionner. Et puis quand je vois des fois les quantités que j'ai en série C, bon, je peux pas me permettre toujours de partir pendant 2 semaines au même endroit. Donc c'est vrai qu'il y a une sélection à faire. Mais oui, mais c'est quelque chose que je déplore aussi, que je déplore aussi sur la série B. On peut. Est-ce que quelqu'un, Clara, vous voulez prendre la parole? A priori, vous avez posé les questions que j'avais en tête, donc moi je suis ravie d'écouter les échanges, donc je vous laisse la parole avec plaisir. Alors, pour en revenir à ces histoires de commerce, Mm. de, de système commercial, de relations entre ces gens de pouvoir et de transgression que sont, et enfin, là, je suis caricature, hein, que sont les marchands de chevaux. Est-ce que vous avez, d'abord, est-ce que vous pensez que c'est important dans votre thèse, parce que vous en avez parlé à plusieurs reprises, évidemment, Étienne aussi. Est-ce que vous allez développer cet aspect-là, c'est-à-dire l'organisation du commerce des chevaux dans l'époque que vous cernez, au travers de la relation entre les marchands et
et les représentants de l'administration des haras? Alors, très bonne question. C'est pas forcément quelque chose dont je vais beaucoup parler dans ma thèse. Enfin, évidemment, ils vont être présents, mais je ne vais pas forcément aller détailler énormément. Par contre, dans tout ce qui est travaux annexes, articles, communication, etc., ça, ce sont justement des aspects que j'ai envie de développer un petit peu parce que je les trouve intéressants, tout ce qui concerne à la fois tout ce qui va être acteur humain et acteur équin. Donc, je les trouve assez pertinents. Dans le cadre de ma thèse, en fait, j'ai déjà une quantité énorme de choses à écrire et à faire. Mm. Euh, donc, je vais en parler Forcément, il va y avoir quand même une partie cadre administratif, évidemment. Euh, je vais évidemment en parler, faire la comparaison entre les différents systèmes, etc. Mais si enfin, ensuite, vraiment dans le cœur de ma thèse, quand j'en parle, c'est plutôt sous l'aspect vétérinaire. Comment est-ce qu'on sélectionne un bon cheval? Enfin, quels sont les critères qui sont considérés comme étant, enfin, les vices, pardon, qui peuvent être considérés comme étant héréditaires pour la vente? Comment est-ce que un maquignon peut essayer de cacher quelque chose? Donc c'est plutôt là-dessus. Et ça, ce sont des choses, honnêtement, qu'en série C, donc les séries qu'on évoquait avec Étienne, je ne trouve pas énormément, puisqu'on ne passe généralement pas justement par l'intermédiaire de ces commerçants-là, enfin de ces marchands-là plutôt, dans le cadre administratif. Ça, ce sont plutôt des choses qu'il faut voir depuis le regard de la province. Enfin, ce sont des choses qu'on a plutôt tendance à trouver dans ces archives plus ancrées, comme disait Étienne. Donc, ce qui n'est pas forcément totalement envisageable. Par contre, au moment des épidémies, au moment des épizooties, etc., j'ai énormément de plaintes contre les marchands, justement, notamment les marchands juifs qui importent énormément de chevaux de l'étranger, puisqu'on dit que ce sont eux qui propagent les maladies en allant chercher des chevaux à l'autre bout de l'Europe. Donc ça, c'est un aspect qui est assez intéressant. Et dans le cadre de mon mémoire, j'avais aussi pas mal travaillé sur les relations, enfin, pas mal travaillé, manière de parler, mais je l'avais pas mal évoqué les relations entre les Égyptiens, donc en fait qui désignent les Bohémiens, et justement les populations juives qui faisaient ce commerce de chevaux-là et qui le faisaient non pas avec l'administration des haras, mais qui le faisaient à l'époque où la Lorraine était encore un duché. On avait énormément justement de liens qui pouvaient exister entre ces marchands-là et le pouvoir ducal. Donc ça, c'était des points qui étaient assez intéressants. Mais voilà, je vais en parler, mais ça va pas non plus être trop détaillé, tout simplement parce que j'ai pas forcément assez accès aux sources pour prétendre faire quelque chose de très complet. Mais ce sont des choses qui seront plutôt pour des communications à terme un peu plus tard. Il y a de quoi faire. Ah oui, non, mais c'est extrêmement large. Au début, mon directeur de thèse m'a dit, ah mince, j'ai peur que vous vous enfermiez dans un sujet où vous allez juste parler de chevaux. Ah bah pas du tout. Encore une question? Personne ne veut prendre la parole? Alors j'y vais? Oui? Oui, pas de souci. Non, mais parce que c'est tellement riche et tellement ouvert, on peut y aller, hein. Et effectivement, dans le cadre d'une thèse, là, il faut vraiment suivre son fil. Moi, je trouve que vous le suivez tout à fait bien. Et puis après, il y a des tas de potentialités pour la recherche à venir. Donc, la vie est belle, n'est-ce pas? C'est Insistons, ça. la vie est belle, par la recherche notamment. Alors, dans votre exposé, il y a une autre question qui est très, très intéressante. Alors, vous l'avez formulée en termes de... Alors, sur la toile de fond de cette confrontation entre l'intérêt des particuliers, et notamment dans l'activité rurale en général, hein, l'agriculture, mais pas seulement, et puis l'intérêt d'État, se pose la question du cheval utile. Oui, En quoi et comment on le définit? Euh, donc, ceci croise la question. Alors, grande question, je me demande par quel terme on cernait ça dans l'époque que vous étudiez.
la question de la race. Et alors, euh, je reprends une formule que vous avez eue euh, pour maîtriser. Enfin, je pense que derrière tout ça, il y a une théorie des accouplements entre les étalons dits supérieurs, améliorateurs. Enfin, c'est pas forcément le vocabulaire que vous trouvez dans vos sources. Euh, En tout cas, des étalons qui conviennent à l'idée qu'on se fait d'un cheval utile, notamment Mm. à la guerre. Et vous avez utilisé la formule compensation, faiblesse, qualité. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Est-ce qu'il y a une théorie là derrière? Alors oui, je reviens juste déjà sur l'utilisation du terme de race parce qu'il va un petit peu conditionner ma réponse. Ça, c'est un débat qui est encore en cours, enfin qui est largement en cours parmi tous les théoriciens. Euh, Moi, enfin, j'ai peut-être un avis peut-être un peu tranché, mais pas du bon côté. Mais c'est vrai que de ce que je peux observer dans les sources, on a quand même, enfin, on a quand même une notion de race, même si on n'a pas de studbook à proprement parler, de documents officiels, on a quand même vraiment des caractéristiques communes qu'on va retrouver entre les chevaux de différentes régions. Qui justement sont axés vers une même utilisation, une même utilité du moins. Cette question justement de la race, le terme de race, c'est un terme qui est déjà employé. C'est pas un terme qui sort de mon vocabulaire, c'est un terme que je retrouve largement dans les sources, qui est très souvent employé, qu'on utilise même parfois un petit peu à tort et à travers. Mais en tout cas, on a quand même cette conscience que chaque province produit entre guillemets son propre type de cheval. Après, pour ce qui est de la question justement de la compensation des faiblesses et des qualités par les qualités, ça c'est vraiment des théories qu'on retrouve très largement alors je m'aventurerai peut-être pas sur des dates très fixes, mais dès le XVIe siècle, on les retrouve déjà et je pense que bien avant, on pouvait déjà retrouver ces idées-là. Mais par exemple, Buffon en parle déjà. D'une amélioration qui se fait justement par une compensation, entre guillemets, des vices de l'un par les vertus de l'autre. C'est aussi un débat qui est intéressant puisque on n'a pas forcément, enfin, les administrateurs n'ont pas forcément le même regard sur les juments. Donc, on a aussi toute la question de la théorie. Est-ce que les juments sont importantes pour la transmission de qualité à un poulain ou est-ce qu'elles ne servent, entre guillemets, que alors c'est un terme que j'ai utilisé enfin que j'ai déjà rencontré dans les sources, qui est réceptacle à semence, pour savoir si est-ce que en fait il faut juste que les juments ne soient pas trop mauvaises pour pas ne transmettre de défauts, mais est-ce qu'elles transmettent ou pas leur qualité. Donc il y a aussi tout un débat là-dessus. On a des administrateurs, même des intendants qui vont être très portés sur une hypothèse ou qui vont être très portés sur l'autre. Par exemple, la Galazière en Lorraine estimait que les juments devaient faire tout autant l'objet d'attention et de sélection que les étalons. Donc, lui était très pointilleux justement sur ces questions-là, mais on a des provinces, comme on le disait tout à l'heure, où ça va vraiment dépendre de l'intendant, et on a des intendants qui estiment que la jument n'a absolument aucun intérêt, il faut juste qu'elle soit pas trop mauvaise et pas trop petite. Donc on a ces idées-là. Après, on a aussi une question de savoir dans quelle province est-ce qu'on peut envoyer tel type d'étalon. Puisque il y a des théories qui estiment que le fait de mettre un étalon, je ne sais pas, par exemple, un étalon qui très fin, très nerveux, type cheval arabe, est-ce qu'il vaut mieux le mettre dans une région beaucoup plus lourde, beaucoup plus froide, pour que justement il s'endurcisse un petit peu et il perde un petit peu de fougue, ou est-ce qu'au contraire, on pense qu'il n'arrivera pas à bien transmettre ces qualités-là dans cet environnement-là, et est-ce qu'il vaut pas mieux justement le laisser en Camargue et en Corse, où on se rapproche déjà un petit peu plus de ses conditions de vie initiales. Donc ça fait partie vraiment des idées. Au niveau des termes que j'ai pu utiliser, il me semble que j'ai peut-être utilisé une ou deux fois le terme de régénération des races. Ça, c'est quelque chose, par contre, qui ne vient pas du tout de mon vocabulaire. Ce sont des termes qu'on retrouve très largement dans les sources. Tout ce qui est idée vraiment de régénérer, enfin, ce terme-là, régénérer, vraiment, j'ai l'impression de le transcrire 15 fois dans la journée, mais je pense que c'est le cas.
il y a vraiment cette idée d'amélioration. Pareil, le terme d'amélioration, c'est quelque chose qu'on retrouve. Donc, on était vraiment sur une idée d'amélioration justement du cheval qui n'est pas celle de l'historien qui lit les sources 200 ans ou 300 ans après, mais on est vraiment sur quelque chose qui était visé déjà à cette époque-là, avec ces termes-là. Euh, voilà, donc enfin, au niveau vraiment de la compensation, ça va être l'idée de par exemple, une jument qui manque de sang, bah, on va lui mettre un étalon qui a beaucoup de sang. Enfin, un étalon qui est considéré comme étant trop lourd, on va essayer de lui mettre une jument un petit peu plus fine, etc. Donc, il y a vraiment ces idées-là de trouver, on va dire, le bon mariage, le bon couple. Et c'est aussi pour ça qu'il y a plusieurs visites des juments, plusieurs visites des étalons, et qu'on essaye dans chaque haras ou dans chaque province, du moins, d'avoir quand même euh, plusieurs races, plusieurs provenances de chevaux pour essayer de ne pas avoir seulement un seul modèle à présenter aux populations. Mais ça, du coup, des fois, ça pouvait poser problème parce que le voisin était jaloux que la jument du voisin, justement, soit saillie par le bel étalon arable pendant que lui, il récupérait l'étalon, le bidet normand, quoi. Voilà. Le, Ah, le micro est... Voilà. le sang, c'est un terme que vous trouvez dans les sources. Oui, oui, oui. Que je retrouve aussi dans les sources administratives. Ben voilà des perspectives encore très, très intéressantes, hein. Bah, ça, justement, ça fait partie quand même. Enfin, ça a une bonne part d'importance pour ma thèse, puisque quand je parle de médecine vétérinaire, je suis sur la médecine vétérinaire au sens très large du terme. Donc, D'accord. c'est pas seulement la bobologie, savoir comment on soigne ou on euthanasie un cheval royal, mais c'est aussi toute la question de savoir comment est-ce qu'on sélectionne, quels sont les critères vétérinaires des Lumières, puisque je me situe en plein dans l'époque, dans la période des Lumières, qui permettent en fait justement d'avoir une nouvelle conception de la reproduction des chevaux en même temps qu'on est dans une période de conception de l'amélioration de manière très générale avec les nouvelles considérations sur l'humain, sur la médecine, etc. Voilà. J'ai eu une question, si jamais, de Maurice, enfin plusieurs questions, qui dit que c'est trop compliqué d'utiliser son micro, donc je me permets de lire les questions et puis j'y réponds en même temps. Est-ce que tu sais comment les étalonniers étaient choisis ainsi que les administrateurs? En particulier, ces derniers étaient-ils des locaux avec des connaissances sur les territoires qu'ils administrent? Par ailleurs, tu as parlé de sanctions, pourrais-tu nous en dire un peu plus? Enfin, as-tu une idée de comment se recompose l'élevage au lendemain, pardon, de l'arrêt des haras royaux? Alors, pour répondre à ces questions, la sélection des étalonniers, bah, c'était enfin, des gardes étalons, c'était sur proposition. Enfin, c'était le garde qui soumettait sa proposition. Si l'inspecteur estimait qu'il avait un bel étalon et qu'on pouvait le faire approuver, c'était lui qui ordonnait au garde étalon de devenir étalonnier, mais sinon, c'était plutôt, on va dire, sur la base du volontariat. On se comprend avec volontariat, mais c'était un peu plus sur cette base-là. Pour les administrateurs, généralement, on va essayer de chercher dans les rebuts de la cavalerie, puisqu'on estime qu'au moins comme ça, ils auront déjà un premier aperçu de ce que c'est un cheval. Malheureusement, ce n'était pas toujours le cas, et on s'est souvent retrouvé avec des plaintes justement contre des administrateurs qui ne connaissaient absolument pas les chevaux, qui n'avaient jamais trop touché un cheval de leur vie, qui n'étaient jamais montés à cheval. Donc ça, justement, ce sont des provinces où on va avoir beaucoup de plaintes et on va essayer de les remplacer par des personnes qui connaissent un petit peu les chevaux. Après, on va dire sur un grade un petit peu plus haut, les intendants, eux, étaient sélectionnés pas pour cette question de haras, hein, ils étaient sélectionnés, enfin, voilà, pour l'administration de la province de manière générale. Donc, on avait des cas où ils étaient très calés sur la question équestre et d'autres où ils ne l'étaient absolument pas, absolument pas. Est-ce que les administrateurs étaient des locaux avec des connaissances sur le territoire qu'ils administrent? Généralement, oui, c'était des personnes qui étaient du pays, enfin du pays de la province, mais c'était l'expression qu'on utilisait, puisque justement, c'était important qu'on ait une bonne connaissance du terrain, puisque le terrain, l'environnement de manière générale va aussi beaucoup conditionner la qualité de l'élevage. Est-ce que on est sur des pâturages qui sont très gras? Est-ce qu'on est sur des terrains qui sont peu fertiles? Tout ça va définir. Je parlais justement tout à l'heure de savoir quelle race, quelle
quelle provenance, quelle race mettre dans quelle province, bah justement, ça relie ces questions-là. Souvent, justement, on avait des questionnaires qui étaient envoyés par l'administration des haras sur justement toutes les qualités. Donc, les provinces devaient répondre. Généralement, c'était l'intendant qui répondait, ou alors ça pouvait être les administrateurs, mais on a aussi des cas, enfin j'en ai déjà eu plusieurs, des cas d'administrateurs qui ne viennent pas de la province et puis qui découvrent un petit peu la province en même temps, mais j'ai quand même l'impression que c'était plus rare. Après, comme dit, voilà, j'ai pas encore tout traité, donc j'ai pas un aperçu tout à fait général encore, malheureusement, mais bon, c'est un peu l'impression que j'ai. Au niveau des sanctions, est-ce que je peux en dire un petit peu plus? Alors oui, les sanctions, c'était avant tout des sanctions financières, où on pouvait condamner à amende le propriétaire du cheval ou de la jument, enfin, s'il ne respectait pas les réglementations. Généralement, on indique que la moitié de l'amende était versée à l'administration ou à la province et l'autre moitié était versée au dénonciateur. Donc, on a vraiment toute une culture de la dénonciation qui est assez développée. Et on a souvent justement des procès-verbaux de personnes qui disent que un tel a dénoncé un tel, et donc c'est par son biais qu'on arrive à avoir les informations sur le sujet. Donc on a vraiment tout un travail aussi qui pourrait être fait sur la question de la dénonciation pour un historien des sciences sociales. Je ne sais pas si ça peut intéresser quelqu'un, mais en tout cas on a des perspectives aussi là-dessus. Au niveau des sanctions, on va aussi avoir la saisie du cheval. Ça, c'est quelque chose qui est assez courant. Saisie du cheval. On peut avoir l'abattage du cheval si par exemple c'est un entier qui n'est pas approuvé par l'administration mais qui n'a pas été castré ou alors qui se retrouve justement en libre circulation parmi les juments et les poulains et qui cause des dommages ou qui fait avorter des juments ou qui monte sur des juments. On va avoir bon une fois où on va condamner à l'amende, une deuxième fois et puis la troisième fois on va saisir le cheval, on va l'envoyer chez le tavernier qui faisait un peu fourrière. Donc voilà, le tavernier, ça j'en ai pas du tout parlé, mais avait un peu dans certaines communautés rurales justement ce rôle de fourrière. Et puis bon, bah, la quatrième ou la cinquième fois, on va finir par abattre le cheval et les frais d'abattage et les frais d'enfouissement vont être à la charge vont être à la charge justement du propriétaire. Donc on essaye de d'ajouter encore comment dire une charge économique là-dessus. Et enfin, comment se recompose l'élevage au lendemain de l'arrêt des haras royaux? Ça va être vraiment axé. Alors, c'est vrai que ce sont des sources sur lesquelles j'ai pas encore travaillé. Ça fait partie aussi des projets si j'ai un petit peu de temps aux Archives nationales. Ça fait justement, enfin, c'est vraiment dans une visée militaire, en tout cas, puisqu'on se rend compte avec tous les conflits qui émergent au moment de la Révolution française aussi à l'extérieur du Royaume de France. On se rend compte qu'on a besoin de chevaux. Donc ça va être vraiment axé sur sur ce truc de cavalerie. En tout cas, on a quand même un vrai intérêt sur la question puisque dans certains cartons d'archives, ça s'arrête pas tout à fait en 89 ou en 91, donc je vois un petit peu ce qui peut se passer pour les autres années. Mais en tout cas, on a le comité de salut public, par exemple, qui va s'engager sur ces questions-là. Et on a tout ce qui va être groupe. J'ai plus le nom en tête, j'ai ministère de l'Agriculture, ce qui n'est absolument pas le cas, mais c'est un nom très similaire, qui justement encourage la population à continuer d'élever des chevaux puisqu'on en a besoin pour l'armée, mais l'administration en elle-même ne se remet pas tout de suite en place. C'est à la fin des années 90, je trouve qu'elle se structure, enfin 1790 évidemment, elle se restructure un petit peu plus. Et puis après, c'est 1806 avec les haras impériaux, mais ça n'empêche pas qu'on ait quand même la continuité des haras qui étaient déjà en place. Par exemple, le haras de Rosières va servir de dépôt pour les étalons du haras de Deux Ponts, donc qui était côté allemand, côté allemand. Donc on a une continuité, mais on a en tout cas en 91, en 1791, pardon, on a la vente des étalons. Ils sont vendus, les étalons royaux sont vendus comme étant biens nationaux. Ils sont vendus aux enchères à des individus, généralement des laboureurs de nouveau. On a quelques vétérinaires aussi en 91, notamment en Bretagne, qui vont essayer de remettre en place les haras. Ils vont essayer de refaire une espèce de politique de reproduction, mais c'est plus, voilà, on est dans une situation où l'État est, enfin voilà, on est dans une situation d'entre-deux, donc l'État ne va pas
relancer directement une administration, mais ça va se faire progressivement et en tout cas, on n'a pas un arrêt total non plus, un abandon total de la politique de reproduction. Mais bon, ça, ce sont des périodes où j'ai pas encore pu trop travailler, mais j'espère que ça a répondu à tes questions. J'aurais également une question sur... enfin, sauf si Maurice... Non, ça a Il l'air m'a dit bon. merci. Oui, ça a l'air bon. Euh, Juste une petite question d'éclaircissement par rapport à ce qu'on disait avant avec Bernadette autour de la race. Mm, Je me demandais, comment dire, donc tu disais en fait que tu avais remarqué qu'on parlait de la race avant le 19e, alors que bon, c'est vrai qu'en Animal Studies, on a tendance à dire que les races apparaissent au 19e, mais c'est bon, ça. pour les chevaux, en tout cas, elles se structurent avec les studbooks à partir de là, et du coup, je me demandais à partir de quand est-ce que tu retrouvais des traces peut-être du terme de race. Personnellement, donc j'ai pas été en archive, mais je fais remonter ça au 17e, mais en termes Mm, de raisonnement, en termes de c'est ça. race. Mais du coup, je sais pas si on utilisait déjà ce terme-là ou si le terme même apparaît bien au 19e. Non, non, le terme, il existe bien avant. Effectivement, il va peut-être pas avoir la même précision, la même connotation que ce que tu as pour le 19e, 20e. Mais le terme de race, je suis en train de réfléchir. Moi, je l'ai déjà dans un ouvrage je crois que c'est 1581, donc fin 16e. Euh, Pour les chevaux, du coup? ouais, pour les chevaux. Pour les chevaux, c'est un ouvrage d'hypiatrie sur lequel on a ça. Mais attention, c'est une traduction de quelque chose de machin. Donc Hmm. à voir si c'est exactement utilisé dans le même terme. Par contre, pour le 17e, je l'ai déjà très largement. Enfin, c'était quelque chose qui était quand même déjà assez démocratisé. Et même début du 18e, c'est quelque chose que je retrouve aussi assez largement. Autre exemple, alors j'ai un doute sur les dates, début 18e, ouais, j'ai un gros doute sur les dates précises. On avait un haras qui appartenait à un duc de Lorraine qui était à Sarralbe, donc c'est juste à côté de l'actuelle frontière allemande. Et en fait, dans ce haras de Sarralbe, donc qui était un haras ducal, on avait un élevage de lipisans. Donc ça, c'est un truc qui est pas très connu quand on parle de la race, enfin des lipisans, mais en tout cas, c'était des choses qu'on retrouvait largement. On a déjà, enfin moi, pour moi, c'est un peu le premier studbook entre guillemets, mais entre très grosses guillemets que je peux retrouver. Mais on a vraiment un système de caractéristiques de quel cheval peut rentrer dans cette appellation-là de lipisan. Ce sont des documents qui sont en allemand et en j'ai un doute si c'est espagnol ou italien maintenant, mais qui sont en langue étrangère, donc je maîtrise un peu l'allemand, donc j'ai réussi à les lire comme ça. J'ai pas non plus toutes les nuances qu'on peut avoir, mais on a vraiment le terme de race qui revient. Et on a vraiment un vrai studbook avec les parents, les caractéristiques, qui descend de qui, tel étalon était-il un pur lipizzan, pas un pur lusitannien, ou est-ce qu'il était croisé avec un autre cheval? Et ce qui est intéressant, c'est que ensuite on a le duc de Lorraine, ce duc-là qui devient empereur du Saint-Empire romain germanique et qui du coup décide quand il part à Vienne quand il part mince, j'ai plus le nom. Mais quand il part à quelque part, il part avec ses chevaux du haras de Saralbe et il s'arrête à Olitz ou Olic, qui me semble, si je ne dis pas de bêtises, est actuellement dans l'actuelle Autriche ou Hongrie. Enfin, j'ai un doute sur la localisation exacte. Mais il emmène justement ces chevaux-là. Et du coup, je l'ai retrouvé encore par la suite tous les états des étalons lipisans pour l'ensemble du Saint-Empire romain germanique. Et j'ai l'impression, du moins sur cette race-là, qu'ils étaient vraiment en avance et qu'ils avaient une vraie définition de ce que c'était cette race en particulier. Alors que c'est vrai qu'au 18e,
quand on va parler de race, on va avoir des caractéristiques qui vont être propres, mais on n'a pas de définition exacte, on n'a pas de texte qui va le définir, comme j'ai eu le cas par exemple pour les lipisans. Mais on voit ensuite, quand on travaille sur les documents, qu'on a justement des liens qui vont être très cohérents et beaucoup de ressemblances entre les différents étalons. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut parler de race ou est-ce qu'on va plutôt parler de provenance? Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles voilà, il y a encore beaucoup à faire et je pense pas, enfin et vraiment pas seulement pour les historiens, il y a vraiment on peut vraiment cumuler les approches et les différentes sciences humaines et sociales sur ces questions-là justement. Et je vous signale un article tout à fait intéressant d'Amandine Souvray, euh, historienne, Oui, de la oui, revue oui, In situ. Alors, c'était en 2015. Le titre de son article, Catégoriser Keane, la race et le type. oui, Donc, elle travaille en particulier sur le haras de Cluny oui, et sa période, c'est plutôt début du 19e. c'est ça. Oui, oui, je l'avais lu il y a longtemps. Donc, vous le trouvez sur Internet, mais Oui, oui. euh, si vous voulez, je peux l'envoyer à la cantonade, hein. Si vous voulez. Et d'ailleurs, j'en profite, In situ, cette année-là, je crois que c'était cette année-là, en 2015, ils avaient fait justement, je pense, un numéro spécial avec ces questions, c'est la question des chevaux, parce que j'ai déjà deux ou trois autres articles de la même année aussi sur ces questions-là. Et c'est vraiment un numéro qui est extrêmement intéressant. Il y a Voilà, eu deux, si jamais. il y a eu deux numéros, euh, Oui, il y en avait deux, oui. Le cheval et ses patrimoines. Mm. Et vraiment très intéressant et ça balaye pas mal de choses sur lesquelles on peut encore se questionner maintenant. Juste, j'ai pas eu le temps de noter. Quand tu prends l'exemple du haras de Lipisan en Oui, Lorraine, c'est à quelle période à peu près? début du 18e. Ok, d'accord. J'ai un doute sur vraiment sur les dates exactes. Je sais qu'il a été fondé par Léopold Ier quand il est revenu en Lorraine. Donc c'est vraiment extrême fin du 17e, début du 18e, mais j'ai un doute sur la période à laquelle François III part devenir empereur. Et du coup, donc ce haras-là, tu le fais remonter au début du 18e, et les traces des Lipisans commencent également au 18e. C'est ça. Ouais, c'est Un ça. tout petit peu Ok. plus tard, je dirais peut-être 15 ans plus tard. Donc vers 1800, 1720, 15-20, quelque chose Ok. comme ça. Il faudrait que je revérifie exactement les dates, mais ça fait un petit peu longtemps que j'ai travaillé dessus. Mais ça, justement, ça fait partie des haras ducaux et pas des haras de l'administration des haras royaux. Donc c'est vrai que je me suis un peu désintéressée là ces dernières années. Mais Très c'est bien. un Bah, cas qui est merci assez beaucoup. intéressant. De rien. Est-ce qu'il y a encore une question? Ah, Bernadette, Bernadette, ton micro est coupé. le micro. J'étais en train d'écrire que j'allais devoir vous quitter. Pas de souci. Donc, et vraiment merci pour ces échanges Oui, merci pour ces questions. très ouverts et toujours instructifs pour tout le monde. Et bonne thèse. Merci. Et d'ailleurs, félicitations pour la publication de ton article sur le décès des équidés en Lorraine au XVIIIe siècle. Je viens de Ah voir oui. que ça vient de paraître. Non, non, mais en fait, ils l'ont fait paraître il y a doit faire 2, 3 mois, mais on n'avait pas. Non, même plus, ça doit faire 5, 6 mois. Mais il est Ah bah, pas. il vient d'arriver En sur fait, ouais, Cannes ouais, alors. ils viennent de le mettre sur Cam parce que j'ai eu le mail hier ou avant-hier me disant que j'avais le lien, tu sais, gratuit là pour quelques semaines. Mais non, non, il vient d'être mis en ligne. Il avait déjà été publié il y a quelques temps, mais du coup, en allant aux archives l'autre jour à Perpignan, je tombe sur l'article. Je ne savais même pas qu'il avait été publié. Je vois Bibliothèque des archives et puis je rentre et puis je vois juste mon nom avec l'article. Je me dis, bon, bah mince, il a été publié, j'étais pas au courant. C'était marrant. Je coupe l'enregistrement.
Attendez, je me permets de souligner un anachronisme, c'est le décès des équidés. Ah, c'est pas moi qui ai choisi le titre. Ah, bah parce que c'est incroyable, quoi. Jamais, dans les époques que vous étudiez, on ne parlerait de décès des Non, équidés. j'en Hein? tiens, j'arrête l'enregistrement.